Bien, nous allons continuer donc avec Chloé Cooley. La date de naissance et de décès de cette dame ne sont pas indiquées dans les sources, mais elle est connue pour être à l'origine de l'instauration des premières lois anti-esclavagistes dans le Haut-Canada, l'actuel Ontario, dans les années 1793. Pour commencer l'histoire de Chloé Cooley, rappelons que dans les années 1790, l'esclavage battait son plein en Amérique du Nord, donc notamment au Canada, mais aussi surtout aux États-Unis. C'était une chose normale et banale comme tout à l'époque. La déshumanisation, donc les violences physiques, morales, etc., les séparations, famille, enfants, tout cela, ça faisait partie du système. Mais la guerre de révolution américaine, à laquelle de nombreux Noirs ont participé pour soutenir la Grande-Bretagne contre les révoltés américains ou contre les patriotes américains, si ce sont les Américains qui parlent, donc a permis d'apprendre beaucoup de choses avec un grand changement s'est produit par la suite, notamment l'arrivée des loyalistes, donc d'origine européenne bien sûr, mais aussi des gens d'ascendance africaine, des loyalistes donc issus de l'esclavage ou des personnes libres. J'en ai rappelé aussi dans les précédentes émissions. Donc les personnes noires du Haut-Canada sont amenées par leur maître en tant qu'esclaves ou sont venus comme soldats, en tant que loyalistes. Si certains ont quitté les États-Unis dès le début de la guerre, la majorité est venue après la guerre, notamment à partir de 1783, qui marque la fin officielle donc de la défaite des Britanniques. Parmi la population du Haut-Canada dans ce XVIIIe siècle finissant, une femme allait donc marquer les esprits par son courage, son refus de se soumettre à l'asservissement et sa volonté de faire tout son possible pour que les populations noires soient désormais respectées et traitées avec dignité en Amérique du Nord. Son nom est Chloé Cooley, elle apparaît dans les journaux de l'époque, elle est présente dans les archives du Haut-Canada. Aujourd'hui, en plein XXIe siècle, elle est célébrée par la communauté afro-ontarienne comme étant la première femme qui a su dire non et a montré la voie à suivre. Son histoire a été donc étudiée par de grands chercheurs, notamment des personnalités comme Afua Cooper, dont les recherches sur la communauté noire sont très édifiantes. Chloé Cooley a inspiré d'autres grandes figures féminines du Haut-Canada, notamment Harriet Tubman, qui a fait un travail remarquable et qui est aujourd'hui une héroïne aux États-Unis, mais qui a été aussi au Canada et qui a fait de très belles choses au Canada. Ou encore Anne Richard, dont nous avons cité dans notre livre. Donc pour tout cela, il est important de savoir c'est qui Chloé Cooley, comment elle s'est retrouvée au Haut-Canada, donc dans l'actuel Ontario, quelle est sa véritable histoire, quels sont les faits qui ont rendu Chloé célèbre au point d'être immortalisée à travers une plaque historique du gouvernement de l'Ontario. Donc pour répondre à la question qui est Chloé Cooley, il faut rappeler que la jeunesse de Chloé Cooley et une bonne partie de sa vie ne sont pas connues. Elle n'apparaît pas dans les sources, on ne sait pas quand elle est née, comme j'ai dit. Il n'existe presque pas d'informations sur elle avant son arrivée au Canada et l'incident qui l'a opposée avec son propriétaire qui a voulu la revendre à un autre esclavagiste. Donc après 1793, on n'a pas non plus d'informations sur elle parce qu'elle va finalement partir et on ne sait pas où elle s'est retrouvée par la suite. Toutefois, les quelques années qu'elle a vécues dans le Haut-Canada comme esclave sont riches et ont fortement contribué à changer la situation des Noirs au Canada. Les sources indiquent que Chloé Cooley est arrivée dans le Haut-Canada. Elle était une jeune dame, encore esclave, donc privée de droits et de liberté. Elle résidait à Fort Erie puis à Kingston,
Queenstown, c'est pas Kingston, c'est Queenstown à la fin des années 1700. Elle aurait vécu dans le Haut-Canada pendant 10 ans, d'après les sources, donc entre 1783 et 1793. On sait aussi que Chloé Cooley est arrivée au Canada avec la migration des Loyals après la guerre d'indépendance américaine. Au Canada, Chloé Cooley a vécu avec son maître, un certain Adam Vrooman, qui était un fermier blanc, ancien sergent des Battle Rangers, qui lui aussi avait fui New York vers le Canada après la guerre d'indépendance américaine. Le dénommé Adam Vrooman aurait acheté Chloé Cooley dans le Haut-Canada plusieurs mois avant l'incident de 1793 à un autre esclavagiste du nom de Benjamin Hardison. Ce dernier est aussi un loyaliste qui a fui les États-Unis. C'est donc lui qui aurait apporté son esclave Chloé Cooley avec lui pendant la guerre d'indépendance. Benjamin Hardison vivait à proximité de ce qui est maintenant Fort Erie, en Ontario. Ce qui caractérise Chloé Cooley, c'est avant tout son esprit de résistance. D'après l'historienne Afua Cooper, l'une des manières dont les esclaves essayaient de dépasser leur victimisation était de résister du mieux qu'ils pouvaient à la dégradation et à la brutalisation de l'esclavage. Afua Cooper abonde dans le même sens que l'historien David Bury Gaspard, qui lui a défini la résistance dans le contexte de l'esclavage du Nouveau Monde comme un concept utilisé pour s'appliquer au comportement des esclaves qui ne peut pas être assimilé à une coopération avec l'esclavage. Il note également que la résistance était un principe d'organisation important de la vie des esclaves. Donc la résistance de Chloé Cooley s'inscrit dans cette perspective-là. C'est pour cela qu'elle est par conséquent mentionnée comme une grande résistante. Pour comprendre la ténacité de Chloé et cerner ses actions, il faut d'abord comprendre que c'est le système de l'esclavage transatlantique qui est au cœur de cette affaire-là. L'esclavage était un système déshumanisant dans lequel un groupe de personnes, donc les Canadiens, les Européens et leurs descendants, possédaient en permanence la vie et le travail dans notre groupe, à savoir les populations africaines de Sud du Sahara envoyées partout dans les Amériques et dans les îles. Et avaient aussi le pouvoir de vie et de mort sur eux. La raison d'être du groupe asservi était de servir ad vitam aeternam le groupe asservissant. De plus, les bénéfices tirés du travail des esclaves n'appartenaient pas à eux, mais à leurs propriétaires esclavagistes. Un système donc qui a perduré pendant très longtemps. L'incident qui a rendu Chloé célèbre et qui a fait bouger les lignes dans le Haut-Canada est celui qui s'est produit entre elle et son propriétaire, William Vrooman, donc le second. Ce dernier s'est levé un matin et a voulu décider une nouvelle vie sans encore plus atroce que la jeune femme avait vécu. Et ça en été de trop pour Chloé. L'affaire donc de Chloé reflétait véritablement la nature injuste et brutale de l'esclavage. Résident à Queenstown, Niagara Falls, William Vrooman, ce devenu esclavagiste et membre des loyalistes qui ont fui pour échapper à la mort, un patriote américain voulait vendre Chloé de l'autre côté de la rivière Niagara aux États-Unis, la veille du 14 mars 1793. Résistant à son transport, Chloé Cooley a causé tant de perturbations qu'il a fallu 3 hommes pour la retenir. Les témoins ont affirmé qu'elle a crié si fort et si violemment, elle a fait de la résistance que plusieurs personnes furent choquées par la scène. Mais l'esclavage était légal. Chloé fut attachée, vendue et transportée. Elle fut livrée à un homme au bord de la rivière pour ne plus jamais être revue. Bien qu'à partir de ce moment, oui, on n'a pas revu de Chloé, mais son histoire quand même allait produire des répercussions énormes dans l'esclavage au Canada.
La saisie et la vente de Chloé ont suscité une énorme controverse parmi les populations du Haut-Canada, dont beaucoup étaient concernés par la conduite de William Vrooman. Une semaine après l'incident, le 21 mars 1793, l'Assemblée législative du Haut-Canada, alors à Niagara-on-the-Lake, Peter Martin, en noir, comparit à une réunion du Conseil exécutif de l'Assemblée législative du Haut-Canada. Les membres du conseil présent étaient le lieutenant-gouverneur John Grove Simcoe, le juge en chef William Osgood, Peter Russell, qui était lui-même un propriétaire d'esclaves. Martin avait comparé devant ces hommes pour leur apporter de nouvelles qu'il jugeait vitales. Il leur a dit, donc voici ce qu'il a écrit en anglais. Of a violent outrage committed by one Vrooman residing near Queenstown on the person of Chloe Cooley, a Negro girl in his service, by blinding her and violently and forcibly transporting her across Niagara River and delivering her against her will to persons unknown. Donc si on essaie de traduire ça en français, c'est donc l'outrage commis par Vrooman, résident de Queenstown, sur la personne de Chloe Cooley, une fille noire donc à son service, en la ligotant, en la transportant violemment et de force de l'autre côté de la rivière Niagara, en la livrant contre son gré à des personnes inconnues. Fin de citation. Peter Martin, porte-parole de la communauté noire de Niagara, qui a saisi le lieutenant-gouverneur John Grove Simcoe, avait un certain prestige et une aura qu'il avait acquis parce que vétéran de la guerre d'indépendance américaine. En tant que membre de l'unité de guérilla Battle Rangers, il avait combattu aux côtés des Britanniques le long de la frontière canado-américaine dans la région est des Grands Lacs. En effet, son maître de l'époque, John Bartlett, dirigeait l'unité. Après la guerre, Peter Martin et les survivants de son unité ainsi que des milliers d'autres partisans britanniques ont été évacués au Canada. En tant que vétéran de guerre, Martin est considéré comme un leader naturel de la communauté noire et le lieutenant-gouverneur John Grove Simcoe, lui-même un vétéran de la guerre d'indépendance, devait également connaître les références militaires de Martin. Malgré les tentatives d'empêcher l'abolition de l'esclavage par plusieurs administrateurs coloniaux, donc blancs d'origine européenne, le lieutenant-gouverneur John Grove Simcoe utilisa l'histoire de Chloe Cooley pour agiter et mobiliser la communauté abolitionniste grandissante du Haut-Canada. Dans la mesure où juridiquement rien ne pouvait être fait pour pénaliser William Vrooman, parce que l'esclavage était encore légal dans le Haut-Canada, le lieutenant-gouverneur John Grove Simcoe ordonna à un juge en chef, William Osgood, de rédiger un projet de loi interdisant l'importation d'esclaves dans la colonie du Haut-Canada. Pourquoi Simcoe était-il si préoccupé par le sort des Africains réduits en esclavage dans sa colonie? À son arrivée dans le Haut-Canada en 1792, Simcoe fut surpris d'apprendre que si un grand nombre de colons possédaient des esclaves, il était surpris de voir un grand nombre de colons avoir des esclaves. En fait, il semblait avoir l'impression qu'il n'y avait pas d'esclavage dans le Haut-Canada, même si l'esclavage ne fut pas automatiquement aboli en ce mois de mars 1793. On peut dire que la réaction du lieutenant-gouverneur Simcoe à la suite de l'incident de Chloe Cooley et son propriétaire Vrooman a entraîné des avancées majeures sur la condition des Noirs dans le Haut-Canada. Le résultat fit que l'acte de 1793 a permis de limiter l'esclavage dans le Haut-Canada et mena à l'abolition graduelle de l'esclavage. Bien que la loi elle-même n'ait libéré aucun esclave immédiatement, elle restreignait l'importation de tout nouvel esclave dans le Haut-Canada et garantissait la liberté de toute personne née esclave à l'âge de 25 ans. De plus, tout enfant né de cette cohorte serait par la suite libre. La loi est devenue un gain, donc une avancée, disons, législative importante dans la lutte contre l'esclavage dans le Haut-Canada jusqu'en 1833, lorsque le Canada a aboli
dans tout l'Empire britannique, etc. Donc cet acte posé par Simcoe a reçu plusieurs analyses, dont celle qui consistait à dire que Simcoe aurait été au courant des sacrifices que les populations de l'Ontario d'ascendance africaine, à la fois esclaves, libres, ont fait pour les Britanniques à la fin de la guerre, et il s'est offusqué que ces populations soient réduites en esclavage dans sa colonie. Ainsi, s'il voulait provoquer la fin de l'esclavage dans le Haut-Canada, il l'a fait. La destitution de Chloé était l'occasion qu'il attendait. Donc il a montré que c'était un anti-esclavagiste, comme nous l'avons dit précédemment. Après plusieurs amendements, le 9 juillet 1793, lors de la deuxième séance du Parlement, le projet de loi Osgood avait rédigé pour interdire l'importation d'esclaves dans le Haut-Canada fut adopté. Il s'intitulait « Acte pour empêcher l'introduction ultérieure d'esclaves et limiter les termes du contrat de servitude dans cette province ». Une victoire pour John Grey Simcoe, certes, mais surtout une énorme victoire pour la résistante dame Chloé Cooley, qui, malgré la violence et la force exercée sur elle par plusieurs hommes, par un système injuste, Chloé s'est débattue comme elle le pouvait, a alerté la communauté par ses cris et elle a affirmé catégoriquement son refus de la soumission à l'esclavage. À travers son acte, Chloé Cooley allait rejoindre une autre dame connue, mais cette fois-ci au Québec, qui s'appelle Marie-Joseph Angélique, qui plusieurs décennies avant elle avait refusé aussi à se soumettre à ce système inhumain, même si elle devait perdre sa vie à travers une accusation d'avoir provoqué un incendie à Montréal. Peut-être qu'un jour nous reviendrons sur l'affaire de Marie-Joseph Angélique. Donc pour finir avec l'affaire de Chloé Cooley, il faut dire que bien que l'on cherche peu de choses sur sa naissance et comment elle a fini sa vie, pour les 10 ans où on la voit agir durant sa vie au Canada, on retiendra que c'est grâce à elle que le lieutenant-gouverneur John Grey Simcoe décida de prendre des mesures fermes pour aller progressivement vers l'abolition de l'esclavage dans le Haut-Canada. Chloé Cooley a résisté avec véhémence à son traitement et à sa vente imminente par son propriétaire, un autre esclavagiste. La dame noire du nom de Chloé représentait et représente encore dans la mémoire collective des Afro-Ontariens et des Afro-Canadiens qui connaissent son histoire et la portée de ses actions, une articulation forte et sans vergogne de la féminité et de la résistance des femmes noires, et elle a servi à perturber les conceptions de la liberté et de l'égalité. L'affaire de Chloé Cooley est aussi symbolique et déterminante à plusieurs autres niveaux. En effet, selon l'historien Funke Aladjebi, qui enseigne l'histoire afro-canadienne à l'Université de York, et Naomi Mitchell Moyer, une artiste et écrivain multidisciplinaire et autodidacte dont le travail explore souvent les thèmes de la communauté afro-canadienne, le corps des femmes noires était étroitement lié au travail domestique et à la maternité dans les contextes esclavagistes canadiens. Le refus de Chloé Cooley de céder à la servitude témoigne ainsi des stratégies raciales et genrées employées par les femmes noires dans les limites restrictives et violentes de l'esclavage. Contestant la nature patriarcale de l'esclavage au Canada, la vie de Chloé Cooley, marquée par le refus de l'oppression, rappelle la résistance et la présence des peuples d'ascendance africaine dans le paysage canadien. Notons pour finir que l'acte et le courage de Chloé Cooley a conduit à un mouvement de protestation collectif et permanent appelé le chemin de fer clandestin ou chemin de fer secret, dans lequel des dizaines de milliers d'esclaves ont résisté à l'esclavage en prenant la décision d'aller vivre ailleurs qu'aux États-Unis, notamment dans le nord du Canada. Ceci finit l'épisode de cette semaine, après avoir parlé de Richard Pierpointe et de Chloé Cooley. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.